qu'est-ce que cette vision, qu'est-ce que cette théorisation politique de la construction européenne nous implique comme conséquence pour penser l'avenir de l'Union. Et là-dessus, peut-être que j'irai un pas plus loin que mes prédécesseurs qui sont restés dans le conceptuel, et c'est vraiment utile. Mais je crois qu'il faut aussi arriver à l'étape suivante, c'est-à-dire, ok, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les derniers points d'achoppement de la construction européenne? Qu'est-ce que ça peut nous amener comme enseignement pour avancer? Et donc je pense que l'idée d'une fédération d'États-nations a vraiment en elle, porte l'idée qu'il y a une double légitimité dans l'Union européenne. C'est celle qui est issue directement des citoyens, d'une part, et d'autre part, celle qui provient des États. C'est ce que vous avez incarné, si vous voulez, dans le pouvoir législatif de l'Union européenne. Le pouvoir législatif, aujourd'hui, il se fait au travers de deux chambres. Une chambre qui représente directement les citoyens, c'est le Parlement européen. Vous aurez à voter pour lui en juin 2014. Et une autre chambre qui est le Conseil et qui représente les États. Et ces deux chambres ont une légitimité pour décider des lois européennes, des directives, des règlements, etc. Donc je crois que ce point de départ-là, il est important pour penser le fédéralisme, parce que j'entends souvent des fédéralistes qui remettent en cause, en fait, le Conseil comme institution, en disant parce que c'est intergouvernemental, et l'opposent à la notion de fédéralisme. Alors que pour moi, la fédération d'États-nations, elle repose vraiment sur ces deux piliers. La légitimité qui vient directement du citoyen et celle qui vient des États. Et le Conseil, en tant qu'institution, quand il est bien présidé, quand il vote à la majorité, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que pour le moment c'est vraiment le problème, on a un Conseil qui vote à l'unanimité et alors un Parlement européen qui vote systématiquement à la majorité, il vote à l'unanimité encore dans certains secteurs, pas tout bien sûr. Quand on a ces deux chambres qui votent à la majorité, le système fonctionne bien sur cette double légitimité. Donc il ne faut pas être fédéraliste, ça ne consiste pas à diaboliser l'institution du Conseil. Voilà, et c'est ce que j'entends parfois, c'est un peu le réflexe qui, à mon avis, fait du tort au fédéralisme, parce qu'alors du coup, les États se sentent menacés par l'idée de fédéral, alors que justement, c'est l'inverse. Une fédération, elle meurt s'il n'y a pas d'unité, elle disparaît aussi s'il n'y a pas de diversité. Et donc on a besoin des États aujourd'hui et de leur diversité, que ce soit au niveau culturel, au niveau de leur sensibilité politique, pour construire une véritable fédération européenne. Et donc cette façon de voir les choses a des implications sur ce que moi j'identifie comme les trois grands sujets qui sont les derniers nœuds de la construction européenne. Le premier, c'est la question de la répartition des compétences et de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire donc décider au plus près des citoyens, qui est un concept fédéral par excellence. On voit bien que tout l'avenir va se jouer dans le domaine de ce qu'on appelle les compétences partagées. C'est ce que vous disiez avec la notion de souveraineté partagée. C'est là que va se jouer l'avenir de la construction européenne. On n'imagine pas en effet une action dans des domaines de politique économique, de politique énergétique, de politique industrielle, de politique sociale a fortiori, sans qu'il y ait un partage entre les niveaux étatiques, le niveau européen et même dans certains cas peut-être le niveau local, régional. Donc il faut absolument arriver à avoir une vraie réflexion sans tabou, c'est-à-dire aussi se poser parfois la question s'il n'y a pas des choses qui seraient mieux faites au niveau national qu'au niveau européen. Je crois qu'en tant que fédéraliste, on se doit aussi d'être capable de poser cette question-là. Mais il faut vraiment avoir un débat sans tabou sur quelle est la valeur ajoutée de l'Union européenne et quelle est cette valeur ajoutée, bien sûr, à l'intérieur d'un projet qu'on a, de quelque chose qu'on a envie de construire ensemble. C'est important, ça peut pas être, les deux ne peuvent pas être déliés. C'est une réflexion par exemple, qui à mon avis n'a pas vraiment eu lieu dans tout le dispositif qu'on a mis en place après la crise de renforcement de la gouvernance économique. On a mis en place des choses dans l'urgence, et aujourd'hui on voit bien que peut-être on n'a pas assez réfléchi à jusqu'où devait aller la surveillance européenne,
et où elle devait s'arrêter pour que ce soit acceptable et considéré légitime par les États. Vous l'avez vu dans l'actualité récemment, avec les recommandations qu'a données la Commission à la France pour réformer ses politiques économiques et arriver à ses objectifs de réduction de sa dette et de son déficit. On voit bien que ça passe pas super bien, on va dire de manière diplomatique. Donc est-ce qu'on a bien réfléchi, est-ce qu'on a bien calibré pour que l'action de l'Union européenne en matière de surveillance budgétaire soit acceptée, reconnue et considérée comme légitime. Ça c'est un exemple, il y en a évidemment beaucoup d'autres, puisqu'on devrait faire cette réflexion en réalité sur beaucoup, ou quasiment tous les domaines de la construction européenne. La deuxième question, le deuxième grand nœud de la construction européenne, c'est évidemment celle du gouvernement européen. On voit bien, je vous disais tout à l'heure, le pouvoir législatif aujourd'hui, on voit bien plus ou moins comment il fonctionne avec ces deux chambres législatives. Le pouvoir exécutif, c'est un peu la boîte noire, le point d'interrogation, on va dire, de la construction européenne. Pouvoir exécutif au sens plutôt de leadership européen qui décide comment, avec quelle légitimité, quelle est la responsabilité. Là-dessus, une vision d'une fédération européenne d'États-nations permet d'avoir une approche peut-être un peu équilibrée. Puisqu'il y a ceux, je dirais, les fédéralistes, qui ont tendance un peu à diaboliser l'aspect intergouvernemental, légitimité des États, qui vont dire, soyons simples, aujourd'hui, le gouvernement européen, ça doit être la Commission. Voilà. C'est simple, c'est net, il y a la Commission qui propose et on a deux chambres qui décident. Or, on voit bien aujourd'hui que ça ne se passe pas comme ça dans les faits. On a un pouvoir exécutif qui est partagé entre la Commission et le Conseil. Et on a bien sûr cette instance, cette institution aujourd'hui, qui est le Conseil européen, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, et qui est là. Donc on n'a plus ce fameux triangle institutionnel de la décision, on a une sorte de carré, et on ne sait plus très bien, finalement, qui dirige entre le Conseil européen et la Commission, qui est le chef de l'Europe, si vous voulez, pour le citoyen, en particulier, puisqu'on a maintenant aujourd'hui aussi un président permanent du Conseil européen, donc qui est un peu, avec le président de la Commission, cette dichotomie, et le citoyen, bon, soit il ne les connaît ni l'un ni l'autre, hein, c'est le cas le plus souvent, le plus fréquent, soit il aurait bien du mal à dire qui vraiment est à la tête de cette construction commune. Dernier point important pour penser l'avenir de la construction européenne, c'est celui que Nicolas a présenté comme étant un peu le point de départ de cette séance ce soir, c'est évidemment celui du renforcement de la légitimité démocratique, de la démocratisation de tout ce système. Et là encore, on peut le penser effectivement de deux façons. C'est-à-dire, soit on considère que effectivement il faudra créer un espace public européen transnational qui va dépasser les États-nations, avec des acteurs transnationaux, avec des gens mobiles, polyglottes, des organisations, que ce soit étatiques ou non gouvernementales, qui dépassent le cadre national. D'autres vont dire mais non, tout doit partir de la nation parce que c'est cohérent, il y a un peuple qui a confiance, une communauté qui se reconnaît, etc. La réponse, elle est que ça se construira par les deux. Voilà, dans une fédération d'États-nations, on construira sur les deux. Et on construira surtout dans l'articulation entre les deux. Parce que c'est là aujourd'hui qu'est le chaînon manquant. Vous avez une démocratie européenne qui fonctionne bon an, mal an. Vous avez quand même, entre les institutions européennes, il y a beaucoup de failles encore. On peut encore renforcer les pouvoirs du Parlement européen. Mais quand la méthode communautaire, comme on appelle ça, fonctionne, on peut dire qu'il y a quand même de la démocratie au niveau européen. On a aussi une démocratie nationale qui fonctionne plus ou moins bien. Et je pense qu'elle est probablement en crise également. Mais ce qui ne fonctionne pas du tout, c'est le dialogue entre les deux. Et ça, il faut arriver à créer des ponts, arriver à créer des solutions pour que ces deux niveaux de démocratie se parlent plus. Une des manières de le faire, c'est effectivement la politisation des enjeux,
puisque là, on dépasse la dimension territoriale pour plutôt essayer d'aborder la question par la dimension idéologique et de droite-gauche. Mais il y a un aspect peut-être, et je vais terminer là-dessus, qui est important dans la construction de cette démocratie européenne, dans ces deux dimensions, c'est arriver à créer une citoyenneté européenne vivante. Parce que moi, ce qui me dérange un petit peu dans la notion de patriotisme constitutionnel, qu'on appelait en disant bon, on va créer un peuple sur base d'attachement à une constitution commune, d'un bien commun, etc., c'est le côté un peu incarné, ressenti. Et je crois qu'il ne faut pas abandonner l'idée qu'on peut aussi être des citoyens européens comment je dirais, actifs. Et là, ça ne se construit pas en le décrétant, évidemment. Et là-dessus, je pense qu'il faut vraiment que les hommes et les femmes politiques qui construiront l'Europe de demain se disent que tout ce qui concerne la politique culturelle, la politique des échanges, la politique d'éducation, la politique d'apprentissage des langues, tout ce qui permet de créer des ponts entre les différentes cultures, depuis l'apprentissage des langues jusqu'au jumelage entre les communes, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est indispensable pour qu'il y ait petit à petit, non pas un démos européen, mais des démos qui se parlent et qui ont un attachement, un double attachement, un attachement réel à leur nation et un attachement réel à la construction européenne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on critique pas. Hein. Un attachement ne veut pas dire un attachement béat, mais un attachement qui fait que ça va déclencher l'envie d'aller voter, de participer, déclenchement malheureusement qui n'existe pas encore suffisamment aujourd'hui dans la population. Voilà, merci beaucoup. Gaëtan, David, tu peux faire la transition? Oui, moi déjà merci beaucoup Gaëtan Return-Nioul pour cet exposé plus proche de la pratique des institutions européennes, évidemment, que ne peuvent l'être des chercheurs. Avant de donner la parole à la salle, moi j'avais une question en fait à poser sur ce qui vient d'être dit. On était parti de l'idée d'une crise de sens de l'Union européenne, crise de sens en fait moins pour dire, les chercheurs ou les politistes qui travaillent dessus, et on voit effectivement que les théories fleurissent et sont souvent extrêmement passionnantes, mais pour mais crise de sens essentiellement en fait pour les citoyens, pour les peuples européens. Et c'est pour cela que je voulais revenir sur la notion de peuple européen. J'étais très intéressé parce que Janine Pelabès en avait dit sur finalement les deux réponses possibles à l'assertion selon laquelle il n'y aurait pas de peuple européen. La première, qu'il existerait des valeurs européennes, des biens partagés qui seraient latents et auxquels le politique aurait pour mission en fait, de les révéler, de les montrer, de les rendre publics. Et la deuxième vision, selon laquelle il y aurait des valeurs, en réalité des biens communs, à créer, à mettre en place. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu déplacé le problème, c'est-à-dire, est-ce que le problème est moins, peut-être, à l'heure actuelle, vraiment pour la construction de l'Union européenne, la question, si on paraphrase un peu Marx, d'un peuple en soi, d'un peuple qui existerait objectivement ou pas, que d'un peuple pour soi, c'est-à-dire qu'au fond, peu importe si le peuple européen existe intellectuellement, et on peut tous avoir notre opinion là-dessus, et souvent extrêmement profonde, recherchée, etc., mais l'idée, est-ce que ces personnes, ces peuples, se ressentent elles-mêmes comme un peuple commun, donc un côté beaucoup plus subjectif. Et en ce sens, je trouve que ce qui arrive depuis 2008 avec la crise des dettes souveraines est quand même particulièrement révélateur, puisque si on caricature les plans de sauvetage, finalement on obtient avec la crise de la zone euro une configuration de crise quand même assez inédite pour l'Union européenne, où il s'agit à la fois pour les gouvernements de répondre extrêmement vite, de faire des concessions peut-être extrêmement importantes sur le plan politique, et sur un domaine qui n'est absolument plus accessoire, mais qui est véritablement central pour ce qui est de la souveraineté des États, c'est-à-dire la question monétaire et la question d'une orientation monétaire générale. Et finalement, de cette crise, et je vais juste finir là-dessus pour poser les questions, mais de cette crise, alors qu'on aurait pu imaginer que finalement d'une crise commune, un intérêt général européen allait surgir, on a vu effectivement, comme le rappelait Pierre Manant, la remontée des égoïsmes nationaux, mais dans un sens très particulier de l'égoïsme. Si on prend la question de la crise grecque et de la gestion que l'Allemagne, puisque c'est quand même l'État fort en Europe sur le plan économique, en a eu, on a pu voir que certains ont attaqué l'égoïsme national de la chancelière allemande, ce qui est assez absurde, puisque une chancelière finalement
c'est sa fonction de défendre les intérêts des gens par qui elle a été élue. Et on pouvait en attendre d'un système représentatif allemand qui l'assure. Mais finalement, bon, alors voilà, on a dit, oui, ils défendent les intérêts égoïstes. On le voit, ils ne veulent pas finalement céder ils veulent pas céder leur garantie de la dette grecque parce qu'ils bénéficient de taux d'intérêt plus faibles et que finalement ça les arrange. Ils ont peur de l'inflation parce que c'est un pays vieillissant et ils ne veulent pas renoncer aux excédents commerciaux qu'ils ont obtenus grâce aux réformes Schröder en effectuant par exemple une relance par la demande comme les économistes, disons d'inspiration keynésienne, mais plutôt rouménienne pourrait-on dire maintenant, les appelaient. Ceci dit, le problème des intérêts égoïstes, c'est que c'était parfaitement réversible. Je veux dire, on pouvait tout aussi bien dire que l'Allemagne devait sauver ses premiers clients et qu'il n'y avait pas d'avenir pour la puissance économique allemande hors d'une union économique intégrée dans laquelle elle devait faire preuve de solidarité budgétaire. Donc juste pour finir, la question est donc, une fois qu'on a écarté les intérêts économiques qui en gros auraient plutôt penché vers une solidarité, est-ce qu'on ne bute pas à un moment vers quelque chose d'irrationnel dans l'opinion allemande, dans l'électorat allemand, et à nouveau je prends l'Allemagne vraiment comme exemple, hein, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier à ce pays, hein. Mais est-ce qu'on ne bute pas sur quelque chose d'irrationnel, qui est tout simplement que les citoyens des différents États-nations ne sont pas prêts à accepter cette solidarité instinctive, ce voile d'ignorance finalement qui est nécessaire dans les périodes de grande crise, qui fait par exemple qu'en France, un Parisien ne se demande pas s'il a intérêt ou non à aider la Corrèze. Je ne sais pas... Alors, disons que peut-être qu'on pourrait avoir une sorte, à partir aussi de la transition de David, une première discussion entre les intervenants et ensuite une discussion avec la salle. Peut-être que Pierre Vannant, vous pouvez, après ce que vous avez entendu, deux interventions, oui, préciser certains points ou contredire. Non, pas non, beaucoup de... Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Beaucoup de choses ont été dites, donc je voudrais juste prendre un point qui n'a pas été mentionné, mais qui touche plusieurs choses qui ont été dites, qu'il s'agisse du transnationalisme, du fédéralisme, de la notion de pluralisme. Une question n'a pas été posée, même si elle a été implicite dans beaucoup de choses que nous avons dites, c'est celle de l'égalité et de l'inégalité. Les États-nations ou les États ou les nations qui constituent l'Union européenne sont très inégaux. Et ils sont devenus de plus en plus inégaux. Et c'est un facteur majeur de la situation, n'est-ce pas ? Comment dire, c'est un fait politique qui ne peut pas être évacué par aucune inventivité conceptuelle ni institutionnelle. Et il est clair que l'extension du nombre d'États en Europe n'a fait que renforcer cette inégalité en multipliant les acteurs potentiels, mais donc en rendant encore plus puissants les quelques acteurs centraux, et en particulier l'acteur central. Et cet acteur central, dont on se dit, alors est-il égoïste ou n'est-il pas égoïste? Est-ce que c'est son intérêt de faire ce qu'il fait, ou est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à avoir une politique plus européenne? C'est une question très intéressante, très difficile, une grande question de théorie économique et aussi de philosophie politique. Qu'est-ce qu'on appelle l'intérêt? Qu'est-ce que l'intérêt d'une nation? Alors, je ne vais pas répondre à cette question. Mais ce que je crois qu'on peut dire, c'est que c'est là la faiblesse dans notre conversation avec l'Allemagne. C'est de leur dire votre intérêt ne fait qu'un avec l'intérêt européen. Vous avez intérêt à ce que l'Europe progresse. Sauf que cette Europe qui progresse n'existe pas vraiment. Qu'est-ce que l'intérêt d'un corps politique qui n'existe pas vraiment, qui existera peut-être plus tard? Et donc, il n'y a pas seulement la question d'un État dominant, il y a la question d'un État constitué, réel, qui se fait une notion plus ou moins judicieuse de son intérêt, mais dont on peut dire qu'il a un intérêt. En quoi consiste l'intérêt européen? Il est nécessairement beaucoup plus abstrait, beaucoup plus potentiel, virtuel, puisqu'encore une fois, la communauté qui devrait avoir cet intérêt est encore très, très floue et virtuelle. Donc,
l'Allemagne ne peut se déterminer qu'en fonction de son intérêt, qu'on dira national, qui soit celui-ci le plus éclairé possible. Mais, encore une fois, j'attire l'attention sur la dissymétrie entre l'intérêt allemand réel et l'intérêt européen qui est, me semble-t-il, encore virtuel. Dernière remarque sur la question de la Belgique. Et en général, la question des États-nations ou des États constitués de plusieurs nations. Bien sûr, c'est peut-être... Est-ce que la Belgique est un cas particulier ou est-ce que c'est la France qui est un cas particulier? Après tout, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, les Espagnes, il y a le Royaume-Uni. Maintenant, on voit bien que l'Écosse, comme la Catalogne, comme la Flandre, veulent leur indépendance. Et je trouve que ce phénomène est très intéressant parce qu'il a une énorme portée pour la construction européenne. Alors, on peut dire, je termine là-dessus, on peut dire c'est très bon pour la construction européenne parce que ça affaiblit les États-nations et donc ces régions vont très naturellement adhérer, passant par-dessus l'État-nation en train de se défaire, on va dire directement à l'Union européenne, et c'est bien ainsi qu'elles-mêmes se conçoivent, que ce soit la Catalogne, la Flandre ou l'Écosse. Mais il y a tout de même cette difficulté que ces régionalismes sont principalement des fiscalismes. C'est-à-dire, ce sont les provinces les plus riches qui ont le sentiment d'être les perdantes dans la petite fédération nationale, en voie de tiraillement, au moins de tiraillement. Et donc, c'est un mouvement fondamentalement d'égoïsme national, d'égoïsme régional, qui est en train de défaire la nation qui, tant bien que mal, ou l'État unitaire qui, tant bien que mal, accordait les deux nations constitutives, ou les trois ou les quatre, dans le cas du Royaume-Uni. Donc, en réalité, les progrès du régionalisme ne me paraissent pas un progrès de l'Europe, mais simplement un affaiblissement des nations, et je dirais un rétrécissement de l'imagination politique et des passions politiques. Et je ne vois pas comment des gens, si j'ose dire, qui sont dans les dispositions où sont les Catalans à l'égard de Madrid, les Écossais à l'égard de Londres, de Westminster, et on pourrait compter peut-être les Flamands à l'égard de Bruxelles, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce sont dans ces dispositions, je dirais, d'égoïsme, qu'on ne dira pas sacré, d'égoïsme fiscal, soit un progrès, si je veux dire, témoigne d'un désir politique, de construction politique, d'action politique qui soit à la mesure, ou qui soit dirigé vers un ensemble aussi vaste que l'Europe. Encore une fois, s'ils ne peuvent pas tenir ensemble les Flamands et les Wallons, les Anglais, les Écossais, les Catalans et les Castillans et les Andalous, comment nous promettre que l'immense ensemble européen va tenir ensemble? Donc c'est un problème d'identité, de rétrécissement de l'identité. Quand vous parlez de rétrécissement de l'imaginaire politique, c'est... Oui, enfin l'identité... L'intérêt ne peut pas se substituer à l'identité. On parlait des nations, on a parlé des nations, Benedict Anderson a parlé de la nation comme une communauté imaginaire. Bon, on peut admettre descriptivement la chose, mais non. La nation a été un accroissement de l'imagination, un élargissement de l'imagination. Le passage des petites patries d'Ancien Régime à la grande patrie unique, unifiée et à ambition universelle. Bon. Donc il y a eu en tout cas un élargissement de l'imagination politique dans la constitution des nations. Et on pouvait se dire, ben, on va continuer. Au-delà de la nation, on va élargir l'imagination politique aux dimensions de l'Europe et ultimement de la scène du monde. Mais en pratique, avec le rétrécissement régionalisant, ce que l'on voit à l'œuvre, c'est quand même autre chose que cet élargissement, c'est plutôt un rétrécissement. Donc c'est un facteur à ajouter un facteur de difficulté à ajouter à nos difficultés. Alors, comme j'ai l'air de me faire empiler les difficultés, bon, juste un point, il y a un point sur lequel je crois, je serais d'accord avec mes interlocutrices, c'est que
la perspective européenne est indispensable, elle a un sens pour les peuples européens. Mais simplement, il faut la préserver, et moi je la chercherai plutôt, non pas dans les constructions institutionnelles compliquées, mais dans la recherche directe de politique commune. Et c'est là que la souveraineté partagée, bon, ne discutons pas du concept, mais il faudrait qu'elle produise des effets. Qu'on dise, bon, on voit bien que ce résultat politique a été obtenu par un vrai compromis. Bon, quelle souveraineté partagée en matière de politique énergétique européenne? Quelle souveraineté partagée en matière de politique étrangère? Bon, je veux bien, comment dire, que l'on soit inventif, que l'on retravaille les concepts, et que, bon, on n'est pas obligé de garder la souveraineté hobbienne ou godinienne, mais malgré tout, il y a un moment où on est obligé de répondre à la question qui gouverne. Et on l'a bien vu tout récemment. Qui gouverne la politique économique française? Est-ce que c'est la Commission de Bruxelles ou est-ce que c'est le gouvernement français? Et c'est une vraie question. Et c'est une vraie question. Et je ne vois pas que cette responsabilité puisse être partagée. Les conditions de l'exercice du gouvernement de la souveraineté française peuvent être modifiées. On peut tenir compte de Bruxelles, comme on tient compte des marchés, comme on tient compte de la politique américaine, comme on tient compte de tout un tas de choses. Mais qui décide? Qui gouverne? Et ça ne me paraît pas partageable. Voilà, peut-être une intervention assez courte, pour un peu tard déjà, pour laisser quand même la place pour la discussion avec le public. Oui. Oui, je laisserai à Gaëtan, je pense, répondre sur l'exercice de la souveraineté partagée. Moi, j'aurais juste peut-être une remarque sur cette idée qu'il n'y a pas de politique parce qu'il n'y a pas de communauté politique ou pas de corps politique. Encore une fois, je trouve que, oui, dans la mesure où on pense une communauté politique sur un mode unifié, il n'y a pas une nation européenne. Parce qu'en fait, c'est ça, je crois, votre figure de la communauté politique et du corps politique, c'est la nation. Donc il n'y a pas de nation européenne. Mais ça ne veut pas dire pour autant, je crois, qu'il n'y ait pas de politique. On peut après tout penser une société politique de communauté politique, ce qui, en langage philosophique, correspond à peu près à l'option, au point de vue institutionnel de la Fédération d'État-nation. C'est une société politique, avec une citoyenneté qui, je suis d'accord avec vous, repose essentiellement sur l'exercice de droits. Mais après tout, c'est du vivant, ça aussi, quand on parlait d'une citoyenneté vivante. Je trouve que l'exercice des droits que nous offre la citoyenneté de l'Union, ce sont des pratiques très concrètes que les gens utilisent. Quand ils vont, alors on cite souvent Erasmus, bon ça c'est le grand exemple, mais aller prendre sa retraite dans un autre pays. Et en termes de confiance, il y a quand même quelque chose sur l'État, où on ne peut avoir confiance qu'en son État. Au sein de la citoyenneté européenne, il y a cette idée de pouvoir être représenté, enfin cette possibilité d'être représenté à l'étranger par un autre État que le sien, membre de l'Union européenne. C'est aussi la possibilité de faire confiance à un autre État. Je pense qu'au niveau des représentations politiques, c'est tout à fait important. Sur la question de l'égalité, inégalité et de l'intérêt, en fait, il me semble que les intérêts, on ne sait pas quel est l'intérêt européen en soi, ou pour soi, mais parce que les intérêts se définissent toujours par rapport à d'autres. On sait quel est l'intérêt de l'Allemagne, enfin vous le disiez, ou la France, on peut voir quel est son intérêt, mais par rapport à d'autres. Alors à la fois par rapport à d'autres États membres au sein de l'Union européenne, et puis par rapport à d'autres États en dehors de l'Union européenne. Et pour l'Union européenne, c'est pareil, ces intérêts se définissent... je crois qu'on les voit assez bien quand on est dans un dialogue entre l'Union européenne et la Chine, ou entre l'Union européenne et les États-Unis, la question d'un intérêt européen, elle se pose, et en tout cas elle est discutée, elle est tangible. Hein. Je ne la vois pas aussi vide de sens qu'elle l'est, mais encore une fois par rapport à d'autres. Alors d'un point de vue économique, là c'est quand même question au protectionnisme ou pas, le plus d'actualité.
D'un point de vue géopolitique, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de politique extérieure bien définie, mais là encore, je crois que ça montre les limites d'un fonctionnalisme et d'un tout institutionnel. Je vous rejoindrai, les arrangements institutionnels les plus compliqués ne répondront pas aux options qui doivent être prises, et c'est là que moi personnellement je plaiderais pour une politisation franche avec des désaccords sur ce que doit être l'intérêt européen par rapport à des cas particuliers où les élections européennes puissent se faire sur ce type-là de questions qui sont fondamentalement clivantes. Juste pour essayer d'être brève, sur la question des régionalismes, on peut prendre le problème aussi complètement au sens inverse, c'est-à-dire se dire que les systèmes fédéraux, des arrangements institutionnels permettent justement à des régions très différentes, avec des intérêts différents, de vivre ensemble. Je suis d'accord que dans certains cas, on voit bien que ça vacille et que c'est mis sous tension. Le cas de la Belgique est peut-être justement un des cas les plus extrêmes dans l'Union européenne, mais ça tient. Donc on peut aussi prendre le problème sans inverse et dire finalement, donc il y a des moyens, et on peut les penser aussi à l'échelle de l'Union européenne pour faire vivre ensemble ces réflexes peut-être égoïstes, cette difficulté du riche à aider le pauvre, etc. Il y a des systèmes institutionnels qui permettent de gérer l'inégalité, comme vous le disiez, un peu inhérente à la coexistence de différents États. Et je pense que dans l'Union européenne, ça a été particulièrement bien pensé, puisque vous avez par exemple l'égalité au sein de la Commission européenne avec un commissaire par État membre, mais vous avez la prise en compte quand même du poids de la population au Conseil par un système de vote à la majorité qualifiée. Donc moi je pense qu'on peut aussi être optimiste et de se dire que c'est justement à travers les institutions, à travers notre capacité à les penser d'une manière cohérente qu'on pourra arriver à dépasser ces réflexes égoïstes qui sont peut-être simplement inhérentes à la nature humaine et en particulièrement en période de crise, je pense que c'est particulièrement exacerbé. Voilà. Et juste sur la souveraineté partagée, je ne partage pas votre analyse pessimiste dans la mesure où je pense que les progrès dans plein de domaines, ils sont indéniables quand même. On a réussi à faire des tas de choses ensemble. Enfin, je peux prendre dans le domaine de l'environnement, de la sécurité alimentaire. Enfin, on a quand même des systèmes qui fonctionnent avec, on sait qui fait quoi, les niveaux de pouvoir, etc. Donc il ne faut pas non plus tout noircir. Là, vous preniez deux exemples, effectivement, politique énergétique, politique extérieure. Dans la politique extérieure, vous avez quand même un domaine qui fonctionne particulièrement bien, qui est la politique commerciale extérieure, ça faut pas l'oublier. Et deuxièmement, est-ce qu'une politique extérieure, de nouveau réflexe fédération d'États-nations, est-ce que ce sera une politique extérieure où tout le monde sera d'accord sur tout le temps, ou où les États vont accepter de plus en plus d'appliquer ce qu'on peut appeler l'abstention constructive, quoi. C'est de dire, bon, moi, ma sensibilité politique me dicte, je ne peux pas partager avec vous cette initiative commune, mais je vous laisse faire. Parce que, et là je cite une phrase de Tommaso Padoa-Schioppa, qui est un sage qui n'est plus parmi nous aujourd'hui malheureusement, mais qui disait « On sera une véritable union quand le fait d'être en désaccord de temps en temps est moins important que la valeur de l'union elle-même. » Et ça, je pense que c'est un élément important. Voilà. On va passer à une discussion avec la salle. J'en profite pour dire, il y a eu pas mal de références qui ont été citées. Peut-être qu'on pourrait, si vous voulez bien, vous demander de les donner après coup. Peut-être qu'on pourra le mettre sur la page web de la conférence. Comme ça fera un peu un lieu, on pourra retrouver des informations. Peut-être des questions. Peut-être que Enrico, tu pourrais... Ça marche, là, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Député européen et tout confrère. Prends la parole. Henri. Nous, on est dans les travaux pratiques. Moi, je crois tout à fait à la démarche de Laurienne, revue et corrigée, de la construction d'une fédération d'États-nations. Je crois même dans l'émergence possible d'un peuple européen, pour les raisons que vous avez dites. Mais ce sont des processus qui sont extrêmement longs, prendront des décennies, qui ont déjà 6 décennies derrière eux. Et de ce point de vue,
énormément de choses ont été accomplies. Ce qui a été fait en 60 ans est absolument miraculeux, c'est très impressionnant. La construction européenne est tout sauf impuissante quand on regarde d'où elle est partie et de la spécificité de cette démarche. Énormément de choses ont été accomplies. Mais c'est lent. C'est lent pourquoi? Parce que comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas une omelette fédérale à partir des œufs durs des vieilles nations européennes. Bon, et donc, il a la volonté des peuples, des États-nations européens, de préserver leur souveraineté, d'en déléguer une partie, de la partager certes, mais de la préserver, fait que le processus de décision est extrêmement lent. Alors, tout ça prend du temps, et tout ça exige des conditions favorables. Tant qu'on était dans les 30 glorieuses, et même dans les 50 passables, ça allait à peu près. Mais avec le changement de situation économique, avec les difficultés qu'on connaît aujourd'hui, en fait, avec l'entrée dans la deuxième phase de la mondialisation à la fin du siècle dernier, là, ça a turbulé ferme et les États ont dû prendre des décisions face à la globalisation, face à la nouvelle division internationale du travail. Et l'Union européenne ne pouvait pas les prendre. Et donc, c'est ce qui explique le repli sur l'intergouvernemental. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est dans vos schémas, est-ce que vous intégrez ces deux facteurs? Le fait que c'est un processus qui est un processus prolongé, qui est un processus historique, et deuxièmement, le fait que pour ne pas régresser et pour avancer, il a besoin de conditions favorables. Tant qu'il y a de la croissance, c'est plus facile. Et tant qu'il n'y a pas trop de désordre aux frontières, c'est plus facile. Or, aujourd'hui, la croissance, l'Europe est le seul continent qui rentre en récession. Pour combien de temps, j'en sais rien, j'espère qu'on va en sortir. Elle fait tout court en tous les cas. Du côté des frontières, eh bien, des menaces se profilent qui peuvent être extrêmement déstabilisantes pour cette construction. Donc, le point que je veux dire, c'est que ce processus-là pose le problème de la décision. La décision est lente, la décision est souvent est même impossible pour bien des domaines et des aspects, même si on arrive à la majorité qualifiée, en réalité, parce que les États veulent préserver leur souveraineté, personne ne va leur imposer de se plier à une majorité. Là, il y a un vrai problème de capacité d'action. Peut-être prendre un tour de questions. Merci, Henri. Peut-être vous présenter aussi, brièvement. Bonjour, Thibault Laurent-Joie, je travaille à l'EHESS sur la question des zones monétaires optimales. Je suis économiste, je ne veux pas vous parler d'économie, vu que c'était plutôt axé politique. Je réagirai simplement sur ce que vient de dire monsieur le député européen. Aujourd'hui, quand même, l'Europe fait des ventes. Voilà, ce qui s'est passé quand même en Grèce, si vous voulez, je veux dire, faut pas, nous on est quand même relativement encore privilégiés en France, mais je veux dire, le processus institutionnel européen, quand même, certes, il est long, il a des temporalités qui ne sont pas celles des marchés, de processus plus démagogiques, disons, mais quand même, il a des effets secondaires, et je me permets de dire qu'il y a des antécédents en la matière, c'est le FMI, hein, dans les pays du tiers-monde. Il me semblait tout d'abord que, on parle souvent d'Europe, on devrait distinguer quand même, il y a trois Europes. Il y a l'Europe géographique, et il y a deux formes d'Europe, disons, institutionnelle. C'est tout d'abord l'Europe politique, qui donc concentrait la plupart des interventions. Il y a également l'Europe économique. Donc c'est trois structures qui s'emboîtent plus ou moins, qui d'ailleurs présentent des contradictions. Vous savez que le Royaume-Uni a voix au chapitre en matière monétaire, concernant l'euro, dans le système ECOFIN. Enfin, pas dans le Conseil ECOFIN à proprement parler, mais dans certaines décisions, par exemple en matière de change, etc. Le Royaume-Uni a le droit de dire des choses alors même qu'il n'a pas l'euro. Ce qui pose quand même... Bon, ça, je veux dire, c'est des erreurs, ça arrive, il faudrait peut-être les changer. Mais, concernant... bon, alors quand même, dans la lignée de ce que la dernière intervenante a dit, c'est vrai qu'il y a quand même des choses où l'Europe a apporté
discuter des choses. Et encore récemment, là par exemple, l'initiative citoyenne européenne, là il y a toute une vague de processus qui ont été lancés, dont le fameux revenu de base, vous en avez sans doute entendu parler. Ouais, il y a une initiative citoyenne européenne qui est en cours de... Il y a des récoltes de comment dire, Signature. Signature, merci beaucoup. Alors, Pierre Manat, à mon avis, tout à fait raison, il y a un problème de gouvernance assez évident en Europe, qui n'est pas, sans doute pas indépassable, mais qui, j'ai l'impression quand même, tient essentiellement à un énorme manque de charisme. C'est-à-dire que parmi les dirigeants européens actuels, quand même, il n'y en a pas beaucoup qui font rêver. Je veux dire, il n'y en a pas, que ce soit Barroso, Van Rompuy, enfin, non. Voilà, ils ne sont pas charismatiques, ce sont des technocrates. Ils étaient bons dans leur bureau, mais ils ne représentent pas l'Europe comme ce que l'Europe mériterait. Et enfin, concernant le déficit démocratique, là, ça me paraît par contre, il ne faut pas s'étonner du déficit démocratique. Les gens sont rationnels. Quand on vote contre un traité en 2005 et que le dispositif institutionnel est tel qu'on ne veut pas écouter le vote d'un peuple, comment voulez-vous que les gens se disent « Ah, mais c'est bien, je vais continuer à voter parce que, dans le pire des cas, j'aurai raison avec ce que... Enfin, je dirai ce qu'on a envie que je dise, et puis si on n'a pas... » Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vous avez, à de nombreuses reprises, parlé de légitimité, notamment de la légitimité démocratique. Mais prenant acte du fait, et c'est pas spécialement en Europe, hein, mais il y a quand même plusieurs cas en Europe qui posent problème, hein, la Grèce... On vote pour Papandréou. Le peuple grec vote pour Papandréou, qui au final doit faire à peu près l'inverse de ce qu'il avait annoncé. Au Royaume-Uni en 2010, vous avez beaucoup d'étudiants qui votent pour Nick Clegg, donc le Lib Dem, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la vie britannique politique, qui au final fait une coalition avec les conservateurs. Je veux dire, tous les étudiants britanniques que je connais qui ont voté pour le Lib Dem ont été ulcérés, ils se sont sentis trahis. Je veux dire, ça c'est le genre de choses. Alors là, vous me direz, oui, mais c'est propre au processus démocratique de ce pays. Oui, mais le problème, c'est que vous pouvez appeler ça de la démocratie, mais c'est plus légitime. Beaucoup de gens au Royaume-Uni et beaucoup de gens qui ont voté du coup indirectement pour le gouvernement en place sans le vouloir, considèrent que ce gouvernement est illégitime. Donc, si vous tenez à tout prix à continuer à employer le mot de légitimité pour parler de ces processus, y compris du processus européen, j'ai peur que vous vidiez la légitimité de son sens. Voilà. Enfin, je voulais juste apporter un point très technique. C'est que la crise de la dette, à proprement parler, c'est vrai qu'il y a une crise de la dette publique, mais ça c'est l'apparence. La véritable crise, elle est monétaire, pour en rester juste dans ce compartiment, elle est d'une part monétaire, qu'on appelle l'impossibilité de refinancer la dette publique, et d'autre part elle est bancaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui les banques, d'après les ratios qu'elles se sont auto-infligées, sont tous en situation d'insolvabilité potentielle. Voilà. Ce qui est écrit d'ailleurs quand on a fait les fameux stress tests, on a méthodiquement évité de prendre en compte des défauts d'État trop importants. Voilà, je vous remercie, désolé du temps que j'ai passé. Merci pour ces précisions techniques, mais essayons quand même de rester dans justement dans les questions plus de théorie politique. D'autres questions, oui. Michel. Oui. Michel Ottawa. Militant socialiste et du Parti socialiste européen autant qu'on peut. Deux réflexions. La première sur la commission et sur la notion d'intérêt. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'origine de la construction européenne, je me souviens très bien, tous les professeurs et tous les bouquins disaient il y a un organe qui va définir un intérêt général européen, c'est la Commission. Et ça, c'est l'enfantement de l'Europe, qui était sans doute nécessaire, mais c'était des conditions techniques qui sont devenues technocratiques. Et je crois que tout tourne autour de ce pivot qui est la Commission, qui va être, on le voit bien dans le débat politique, qui va être amené, qui a déjà été amené, il y a déjà un commissaire évoqué, hein, qui va être amené à être de plus en plus responsable devant le Parlement européen, dont je suis parmi ceux qui souhaitent le développement de son rôle, et qui à ce titre va devoir changer de nature. Alors la question que pose Gaëtan Carnioul sur la question du gouvernement européen, c'est effectivement très, avec la notion de président, ces deux présidents, je connais quelques connaisseurs, Kermon ou M. Tout-le-Monde, qui disent un jour ou l'autre, il faudra que les deux présidents coïncident dans la seule personne, sinon on n'y comprend rien, même les gens qui croyaient s'y repérer. Mais je pense que là, l'enjeu est vraiment dans ce nouveau rôle que va être obligé de tenir la Commission. Et c'est vrai que là, surtout avec l'extension maintenant à 28, la fixité de commissaires nationalement désignés
est difficilement tenable. Si on veut qu'on va vraiment une notion fédérale, les nations, les États-nations, c'est le Conseil. Bon, là, il y a quelque chose qui est un peu baroque au mauvais sens du terme. Deuxième réflexion, là aussi un processus en cours, c'est la notion de gouvernance de l'eurozone. Donc, le président a rebondi sur d'autres projets. Bon, c'est très flou, mais il rentre soudain dans le débat politique européen la notion d'une gouvernance commune et d'un président qui ne serait pas tournant, qui ne serait pas ministre. Là aussi, il y a quelque chose qui aboutit à comment dire, une sorte d'hélice, de double hélice, qui aboutit que s'il doit y avoir un approfondissement, enfin, j'invente rien, ça va être très original, mais le processus est en cours, s'il doit y avoir un approfondissement, il ne peut se faire qu'au sein de l'eurozone. S'il doit y avoir un début de processus fédératif, ça ne peut être qu'au sein de l'eurozone. Et je me souviens d'une tribune dans Le Monde qui posait une question pertinente. Avec cette crise de légitimité, de confiance, c'est bien d'avoir un président, mais il faut qu'il y ait une responsabilité politique. D'où, rêvons un peu, mais il faut poser des jalons pour aller plus loin. C'est qu'à terme, je crois que c'est Jacques Attali, j'ai entendu l'autre fois, mais Attali ou pas, à terme, on peut envisager qu'une gouvernance de l'eurozone plus compacte, plus cohérente, soit responsable dans un des deux hémicycles, avec une délégation des pays, des parlementaires des pays membres de l'eurozone, plus, ce qui est nouveau, qui est assez indispensable, des délégations des parlements nationaux qui ne peuvent pas être hors du jeu. Donc là, on a des processus compliqués qui profilent quelque chose qui, à mon avis, pourrait fonctionner et répondre vraiment. Il y avait un sociologue il y a quelques années qui en parlait, c'est fondamental au point de vue de l'exercice de la démocratie, c'est la perte d'un sentiment d'appartenance. Vous n'avez pas de communauté politique qui tienne longtemps s'il y a la perte d'un sentiment d'appartenance. Et bon, je trouve que là, les réflexions théoriques sont en même temps politiquement très fécondes. Moi, j'ai toujours été heurté, fédéraliste, réaliste, ayant perdu des illusions très réalistes, mais par ce tout ou rien, que vous avez très bien... je suis européen plutôt que français, en croyant être très européen en étant moins ce qu'il est en première ligne. Donc, effectivement, réconcilier ces deux appartenances, parce que manque de sentiment d'appartenance et crise de confiance, ça, c'est un lourd boulet à porter. Peut-être arrêter le tour de questions. J'en profite pour faire une incise personnelle. Juste d'ailleurs, enfin, perte de sentiment d'appartenance européen a-t-il jamais existé? Une question. Moi, je pense qu'il n'a jamais existé. C'est qu'au moment où la question s'est posée, c'est-à-dire Maastricht, 92, passage à l'union politique, il faut un sentiment d'appartenance, il n'est pas là. Et plus on continue le processus, plus on creuse, on met en lumière l'absence de ce sentiment d'appartenance. J'aimerais revenir sur les interventions un peu de chacun, parce que je vois que c'est très compliqué. D'ailleurs, on a tendance, on voit à retomber sur des questions institutionnelles, on veut partir de rester dans cette question de légitimité, de théorie, puis instinctivement on retombe sur des questions institutionnelles. Et d'ailleurs, y compris chez les intervenants, y compris chez Pierre Manant, et je vois d'ailleurs dans chacune de vos interventions des contradictions. Pierre Manant, finalement, vous retombez à la fin sur il faut que l'Europe fasse des choses concrètes. Il faut qu'elle soit efficace. Il faut que le sentiment de commun passe par les actions concrètes, l'Europe de l'énergie, mais sauf qu'on ne peut pas faire des grandes avancées communes s'il n'y a pas justement cet acte de fondation. Jeannie Pellabé, à la fin vous parlez de justification. Il faut qu'il y ait l'Europe, ce n'est pas une identification, c'est une justification. Qu'est-ce que ça veut dire justification? Ça veut dire selon une certaine rationalité, selon en fait, on a j'ai du mal à comprendre en fait ce que ça veut dire justification de l'Europe. À mon sens, justement, une communauté politique ne se justifie pas. Elle est fondée, elle est posée, c'est un acte de fondation. Et ensuite, on réfléchit à l'intérieur de ce cadre. Mais on ne questionne pas le cadre, on ne justifie pas la France, on ne justifie pas une communauté. Et c'est à partir du moment où on commence à justifier que là, il y a remise en cause potentielle de l'Union européenne, potentiel d'un État comme la Belgique ou comme l'Espagne.
Donc voilà, j'ai réfléchi un peu sur ça. Mais je crois qu'il y a, et c'est l'intérêt de cette, en tout cas nous qui sommes plus dans la politique, la réflexion partisane, l'action, je crois qu'il y a quand même en tout cas moi j'y vois beaucoup entre oppositions qui d'apparence sont assez contradictoires, assez opposées. Je pense qu'il y a vraiment des points communs, chacun pose un angle du problème. Je pense que Pierre Manant pose, en mon sens, quelque chose qui est assez fondamental, c'est cet acte de fondation. C'est qu'à un moment donné, et je suis assez d'accord, le processus qui a été formidable, ce processus d'intégration, comme l'a rappelé Henri Weber, a fait des choses incroyables, mais qu'à un moment donné, et à mon sens c'est l'erreur de ce qu'on appelle les théories néo-fonctionnalistes, en gros c'est-à-dire la méthode des petits pas, plus on fait des petits pas, plus on est obligé de faire des petits pas ensemble. Le néo-fonctionnalisme, il théorisait deux choses. Il disait, voilà, qu'il y a une intégration fonctionnelle mécanique, parce que plus on fait des choses ensemble, plus on est obligé de continuer de faire des choses ensemble, et en ce sens, l'union monétaire est un exemple. On fait l'union monétaire, ensuite on est obligé de faire l'union économique, sinon tout se casse la figure. Et si on fait l'union économique, alors là on est obligé de faire l'union politique, parce que sinon on n'arrive pas à légitimer l'union politique, l'union économique qui est nécessaire pour une zone monétaire optimale. Donc ça c'est un peu l'idée d'une intégration, d'un spillover, donc d'un effet d'engrenage mécanique. Mais ce que théorisaient les néo-fonctionnalistes, c'est de dire ce processus fonctionnel va déboucher un jour, on ne sait pas comment, mais va déboucher sur un transfert de loyauté politique. À un moment donné, on est français, puis ensuite on sera européen. On ne sait pas comment, ça n'a jamais été expliqué par les néo-fonctionnalistes. Je pense que ça ne marche pas. Je pense que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas de manière mécanique. Il faut qu'à un moment donné, un acte de fondation politique, ça peut être, c'est-à-dire de rupture de la chaîne de loyauté ou de légitimité. Par exemple, que le Parlement européen fasse un coup, que les partis politiques européens, à un moment donné, s'émancipent des partis nationaux, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il faut à un moment donné une rupture, un acte de rupture, un acte de fondation, à mon sens. Mais bon, c'est des questions que, en tout cas, je pense que Pierre Manant pose. Voilà. Que vous pouvez, je ne sais pas, repartir dans l'ordre, oui. Non, juste une chose, juste un point. Ce que je dis est peut-être faux, mais n'est pas contradictoire. Faux, non, je ne le dirais pas. Non, bon, effectivement, il n'y a pas eu d'acte de fondation. Et effectivement, je ne vois pas très bien comment il peut y avoir une Europe politique sans acte de fondation. Mais étant entendu qu'il n'y a pas d'acte de fondation, qu'il n'y a pas eu d'acte de fondation, comment avancer? C'est là, donc c'est le second best, si vous voulez. Comment avancer? Je crois que, enfin, là, s'il est question de créer une confiance européenne, un sentiment européen, une perspective européenne, alors les actions communes, les actions politiques communes sont la meilleure façon de créer un sentiment commun européen, une perspective sur le monde. Et là, c'est tout de même consternant de voir, après l'expérience yougoslave, que le gouvernement français, le gouvernement anglais et le gouvernement allemand, pour reprendre cet exemple, non seulement ne parviennent pas à avoir une perspective commune sur la Syrie ou la Libye, mais on a même le sentiment qu'il n'y a eu aucun effort pour parvenir à une perspective commune. Bon, ce que je vise n'a rien de grandiose, je ne propose pas une grande entreprise commune. Je dis simplement que les gouvernements nationaux, avec le crédit qui s'attache encore, la légitimité qui s'attache aux gouvernements nationaux, devraient faire tous les efforts des principaux pays responsables d'Europe à agir ensemble sur certaines grandes questions, soit de politique énergétique, soit de politique mondiale, de façon à produire en effet des décisions communes. Henri Weber soulignait l'importance de la décision, des décisions communes et des actions communes, et je crois que quelques actions communes, quelques décisions communes des pays européens auraient beaucoup plus contribué à produire un sentiment politique européen, une confiance politique européenne, sans besoin d'aucune construction institutionnelle nouvelle. Voilà, c'est le seul point que je voulais souligner. Deux points peut-être sur la question de la légitimité et de la justification. Je pense contre une approche purement fonctionnaliste, qui à mon sens est limitée et échoue également. Et puis une approche fondationaliste, où là on vise
voilà, un acte fondateur, ça serait quoi? Ça serait une constitution, ça serait une nouvelle convention avec une constitution qui déclarerait l'avènement d'un peuple européen qui se dote d'une constitution. On a vu que ça n'a pas marché non plus, ça. Et ça n'a pas marché justement parce que c'était pris pour ce que c'était, c'est-à-dire un acte de fondation. Et parce que les États-nations sont des pôles d'identification et de loyauté qui restent forts, ça a été vu comme le titre même de constitution, qui après coup a été jugé comme étant maladroit, ça a été vu pour ce que c'était, c'est-à-dire un acte de fondation. Et ça n'a pas marché non plus. Donc, quand je parle de justification, c'est justement autre chose. Ce n'est pas de la fondation, ça n'est pas du fonctionnalisme, voilà, quelque chose de pratico-pratique. On avance pour avancer, on ne sait pas vers où, mais on avance pour avancer, ça marche ou ça ne marche pas. Mais je me réfère en fait à l'idée de justification publique. Et est-ce qu'il y a de la rationalité? Oui. Et c'est de la raison publique. En fait, c'est quoi? C'est de la délibération. Et c'est à cette pratique-là que je me réfère. Justifier, et je continue sur légitimité, quand je parle de légitimation, je ne veux pas dire que c'est légitime, ou quand je parle de légitimité, il va toujours avec la légitimation la contestation, avec la justification, le fait qu'on trouve ça justement illégitime, c'est-à-dire ce sont des procédures où on débat et où on tente de se mettre d'accord. On débat dans du désaccord. Donc on cherche à s'entendre à partir de désaccords. C'est ce que j'entends par justification. Et ça se rattache à un modèle de démocratie délibérative, pour en mettre des mots là-dessus. Deuxième chose, vous disiez, on ne sait pas qui gouverne, mais en même temps, dans vos réponses, vous y répondez. Ceux qui gouvernent, ce sont les gouvernements nationaux. Et moi, je fais partie de ceux qui sont assez critiques à l'égard du Conseil. C'est que je trouve qu'effectivement, le problème est que ceux qui gouvernent sont beaucoup trop les gouvernements nationaux, c'est-à-dire qu'on a des représentants des États qui sont dans une position très compliquée. On ne peut pas non plus attendre d'eux que l'intérêt européen émane du Conseil, puisqu'ils se trouvent dans une position où ils sont à faire des arbitrages entre intérêts nationaux. Donc ça me semble problématique, mais les décisions, ils les prennent. Et pour ce qui est juste la question de l'historicité, du processus, le temps long, il se trouve dans la socialisation. Ça, c'est clair, on ne pourra pas attendre qu'il y ait une socialisation européenne rapidement. Ça prend du temps. Par contre, pour ce qui est des décisions politiques, et notamment du Conseil, je les trouverais plutôt trop rapides. C'est-à-dire on se réunit, et regardez de quoi est fait l'actualité de la vie politique européenne, comment c'est traité, c'est ça. Il y a un Conseil se réunit, Merkel-Hollande, voilà, et avant Merkozy, etc. Est-ce qu'ils ont pris une décision? Pas. Oui, ils ont pris une décision, et vous le disiez, sur la crise, on a eu comme ça des décisions à répétition extrêmement... en France, on ne réagit pas non plus très rapidement, ou dans n'importe quel État-nation. Au niveau européen, il y a quand même eu des décisions que je trouve un peu rapides, au vu justement des effets que ça crée